Quels sont les enjeux économiques et sociaux en Afrique pour 2024? Comme chaque année, l'Agence française de développement propose des analyses inédites. L'économie africaine 2024 aux éditions La Découverte. Pour en parler, nous sommes avec le chef économiste de l'AFD, Thomas Meloniou. Bonsoir. Bonsoir. Plusieurs conclusions, évidemment, on en a abordé quelques-unes, mais avant, on sait que l'AFD est l'un des outils d'influence de la France en Afrique. La France a été sommée de quitter le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Qu'en est-il de votre aide au développement? Est-ce que l'AFD a su se réinventer dans le Sahel? Alors plusieurs choses. D'abord, l'AFD reste très active de manière générale en Afrique. C'est une année où on a financé énormément de projets. S'agissant du Sahel, les projets qui étaient en cours avec les gouvernements du Burkina, du Mali et du Niger ont été interrompus. En revanche, s'agissant du Burkina et du Niger, il y a encore des activités, notamment d'urgence humanitaire, qui sont maintenues. En revanche, au Mali, le gouvernement lui-même a décidé que tout financement français devait être interdit, donc les activités ont été interrompues. En revanche, dans d'autres pays africains, je pense au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud ou le Kenya, les activités ont été même plus importantes encore que précédemment. Retour sur le livre à présent et d'un point de vue macroéconomique, vous notez un ralentissement en 2023 après une croissance relativement soutenue. En 2022, 3,4% en Afrique contre 3% au niveau mondial. Comment l'expliquez-vous ? Alors deux choses, c'est vrai qu'en 2023, il y a eu un ralentissement global qui a concerné également l'Afrique. Donc comme vous le disiez, l'Afrique reste légèrement devant le reste du monde, donc la taille relative de l'économie africaine progresse. En revanche, c'est une année où il y a eu beaucoup d'inflation, donc pas mal d'économies de consommateurs, d'Africains ont été impactés par cette hausse des prix. L'inflation qui a augmenté avec le prix des carburants, des denrées alimentaires, est-ce que ça va durer en 2024 ? Ce qu'on prévoit en 2024 en Afrique, comme d'ailleurs dans le reste du monde, c'est un reflux progressif de cette inflation. Alors attention, ça ne veut pas dire que les prix vont baisser, c'est-à-dire que leur vitesse d'accroissement va se ralentir. C'est un peu compliqué, mais donc on ne va pas revenir à la situation antérieure, mais l'inflation elle-même va revenir à des niveaux plus bas. Et en 2024, l'économie africaine devrait légèrement creuser l'écart même par rapport au reste du monde, avec quasiment 4% de croissance contre de l'ordre de 3% dans le reste du monde. Donc à l'échelle très agrégée, on va dire que l'Afrique va rester une zone dynamique. Après, il y a également des obstacles. Peut-être qu'on va en parler. Et quels sont-ils alors, les obstacles ? Alors, en 2023, on a observé que les taux d'intérêt étaient très élevés, encore plus en Afrique que dans le reste du monde. Les taux sont montés de 3-4% en Europe, aux États-Unis. En Afrique, c'est plutôt de l'ordre de 6%. Donc le taux de la dette en Afrique est devenu très important, ce qui a amené plusieurs pays, on peut penser à l'Éthiopie, le Tchad, le Ghana ou la Zambie, à faire défaut ces derniers mois. Et évidemment, le coût de la dette est un obstacle pour l'investissement sur le continent africain. Là encore, en 2024, on espère un reflux des taux en Europe, aux États-Unis, mais aussi en Afrique, qui facilitera l'activité économique. Alors dans le livre, vous revenez également sur l'impact du changement climatique. Ça fait quelques années qu'on en parle. Selon la Banque mondiale, le dérèglement climatique pourrait contraindre 86 millions d'Africains à migrer d'ici à 2050. Quelles conséquences pour l'économie ? Alors c'est vrai que le changement climatique est une menace assez sérieuse sur le continent africain, avec des effets un peu différenciés selon les zones. On sait qu'il y a une baisse des précipitations importante qui est déjà observée au Maroc, en Algérie, en Tunisie, qui va jusqu'en Mauritanie, au Sénégal. Donc là, on a des zones où la ressource en eau va devenir plus rare. C'est vrai aussi de l'Afrique australe, l'Afrique du Sud et ses quelques voisins. Et c'est vrai aussi de la Corne de l'Afrique. Donc je dirais qu'il y a au moins 3 pôles où le sujet des précipitations va impacter l'agriculture. Ça, c'est une première conséquence. On sait aussi que l'élévation du niveau de la mer peut être un problème, en particulier sur la façade atlantique. Donc là encore, de toute l'Afrique de l'Ouest, la zone côtière de la CEDEAO aura, notamment pour ces grandes villes, à gérer cette hausse de la mer, avec une érosion côtière qu'on observe déjà dans plusieurs pays. Et des conséquences économiques, évidemment. Et évidemment, et bien sûr économiques. J'ai parlé du secteur de l'agriculture. Les zones côtières sont aussi celles qui concentrent aujourd'hui le plus gros de l'activité économique et celles pour lesquelles on observe la croissance la plus dynamique. C'est la première fois que dans le livre, vous évoquez les écosystèmes et la biodiversité et leur importance par rapport à l'existence des communautés humaines. L'Afrique n'est pas le seul pays où le changement climatique se produit ou bien où il y a un problème de biodiversité. En revanche, les économies sont plus agricoles. Donc l'usure des sols,
la raréfaction de la ressource en eau vont impacter plus fortement l'économie africaine parce que ce sont des économies plus rurales et où l'agriculture emploie davantage d'Africains. Donc c'est une spécificité de l'Afrique que d'avoir une économie plus rurale, donc une exposition plus importante au changement climatique. D'où l'importance aussi d'une exploitation minière responsable en Afrique, alors que certains minerais d'Afrique deviennent critiques pour la transition verte. C'est ça aussi que vous dites dans ce livre. Oui, nous consacrons tout un chapitre à cette question des minerais critiques de la transition. Il y a une sorte de bataille géopolitique entre la Chine, les États-Unis et l'Europe dans une moindre mesure pour accéder aux minerais qui sont nécessaires pour produire des panneaux solaires, pour produire des batteries, pour rentrer dans les nouveaux réseaux électriques, dans les voitures électriques. Et donc le cobalt, par exemple, le cuivre, vont être encore plus recherchés demain qu'ils ne l'étaient hier. Donc des pays comme la RDC, par exemple la Zambie, vont être très courtisés, mais ont un enjeu à créer plus d'emplois et à obtenir plus de recettes fiscales grâce à ces minerais critiques. Aujourd'hui, on a déjà de l'exploitation, mais pas beaucoup de recettes, ou pas assez en tout cas, pour les États concernés. Donc l'occasion de faire profiter des économies locales. On est en pleine Cannes, Coupe d'Afrique des Nations. Donc un mot sur les enjeux socio-économiques et la télédiffusion du football en Afrique. Les droits sont souvent détenus hors du continent et ça, c'est un enjeu commercial majeur. Oui, le sport est un secteur dynamique en Afrique, mais qui pour l'instant représente une plus petite part de l'économie africaine que dans d'autres continents, notamment les États-Unis, très développés de ce point de vue, ou l'Europe. Donc pour l'instant, il y a des droits télé très importants pour les Coupes du Monde. En revanche, les championnats nationaux génèrent relativement peu de recettes par rapport à ce qu'on trouve ailleurs. Donc là, il y a un enjeu de développement. On est tous passionnés, par la dimension sportive du football, mais le sport est aussi un secteur économique et un vecteur de lien social. Donc c'est très intéressant de voir comment l'Afrique progressivement émerge aussi dans ce domaine du sport et du sport en tant que secteur économique. Voilà, et tout cela à retrouver donc dans l'économie africaine 2024 aux éditions La Découverte. Thomas Melogno, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes chef économiste à l'Agence française de développement.